Bonjour à tous, c'est Vibrassi, ça faisait longtemps. Bon, j'ai l'impression de dire ça à toutes les vidéos finalement, donc bon, je sais pas si on peut vraiment me croire, mais j'ai continué quand même cette chaîne, hein, je vais pas l'arrêter du jour au lendemain. Même s'il se passe plusieurs mois entre chaque sortie, sachez que je suis toujours là, présent sur Twitter, présent sur internet finalement. Cette fois-ci, je vais vous proposer non pas une analyse d'actualité ou de politique comme précédemment, mais une question quelque peu philosophique qui est selon moi extrêmement intéressante. Donc cette question m'est apparue lorsque je lisais Crime et Châtiment de Fyodor Dostoïevski, paru en 1867. Je vais vous présenter le livre, afin de peut-être vous donner envie de le lire à votre tour, si ça vous intéresse, et puis ensuite nous nous intéresserons au sujet. Donc cet ouvrage nous raconte l'histoire d'un jeune homme nommé Rodion Raskolnikov qui vit seul et loin de sa famille à Saint-Pétersbourg en Russie. Ce jeune homme est issu d'une famille extrêmement pauvre, il ne parvient même pas à payer des vêtements corrects, de la nourriture et même son loyer. Ce manque d'argent va le pousser à commettre un affreux crime, mais à peine l'acte effectué, le tourment commence pour le jeune homme, et nous allons ainsi suivre les épreuves et aussi bien morales que physiques qu'il va traverser. La culpabilité, la tristesse, la colère, la démence, la maladie, la peur, l'inquiétude. Ce roman traite d'une profonde condition humaine. Comment peut-on commettre un crime pareil? Comment peut-on vivre avec? Est-ce qu'on arrive à vivre avec cette peur de se faire attraper qui nous hante littéralement? Je vous le conseille absolument, c'est un classique mondial de la littérature, et vous en avez pour votre faim si vous aimez les livres. C'est littéralement un gros pavé de 600 pages, extrêmement bien écrit, très bien traduit, et donc vraiment vous en avez pour votre faim si vous aimez ça. Maintenant que vous avez compris à peu près de quoi traite le livre, nous allons nous intéresser à la partie du débat sur le crime entre le personnage principal Rodion Raskolnikov, son ami Razumikin et le juge d'instruction Porfiry Petrovitch. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez regarder cette vidéo et suivre ce débat, même si vous n'avez pas lu le livre. Il représente pas vraiment une intrigue principale dans l'ouvrage, et il est possible de l'isoler du livre sans spoiler ce dernier, même s'il y a énormément de sous-entendus entre les deux personnages que l'on remarque lorsqu'on lit le livre et que l'on suit l'intrigue. Néanmoins, ici, nous allons uniquement nous intéresser à la pensée de Raskolnikov et au débat entre les deux personnages qui se déroulent autour du thème « A-t-on le droit de commettre un crime? Et si oui, qui et pourquoi ?» En gros, c'est très résumé, et vous allez voir qu'il est aussi question de philosophie, car il dérive sur la question « La différence entre les hommes ordinaires et les hommes extraordinaires ?» C'est très résumé, mais j'espère que vous comprenez à peu près. Je vais donc isoler les passages du débat et vous les lire. J'espère que ça va vous plaire et ça vous fera réfléchir, parce que personnellement, moi j'ai trouvé cette question très intéressante et ça m'a captivé. C'est parti, bonne écoute. À propos de toutes ces questions, des crimes, du milieu, des petites filles, je viens de me souvenir d'un article de vous qui m'a du reste toujours intéressé. Du crime ou... Comment était-ce déjà? J'ai oublié le titre. Je ne me rappelle plus. Il y a 2 mois, j'ai eu le plaisir de le lire dans la Parole périodique. J'étudiais, il me souvient, l'état psychologique du criminel pendant toute la durée du crime. Oui, et vous affirmiez que l'exécution du crime s'accompagne toujours de maladies. C'est très original. Cependant, ce n'est pas à proprement parler cette partie-là de votre article qui m'a intéressé, mais une certaine idée glissée à la fin et à laquelle vous ne faites malheureusement allusion que d'une façon vague. En un mot, si vous vous souvenez, vous laissez entendre qu'il existerait sur Terre certains êtres qui peuvent, c'est-à-dire non pas qui peuvent, mais qui ont le droit absolu de commettre toutes sortes de méfaits et de crimes, et que la loi ne serait pas faite pour eux. Toute la question est que, dans l'article de monsieur, les hommes sont divisés en ordinaires et extraordinaires. Les ordinaires doivent vivre dans l'obéissance et ils n'ont pas le droit de transgresser la loi, parce que, voyez-vous, ils sont ordinaires. Et quant aux extraordinaires, ils ont le droit de commettre tous les crimes et de transgresser la loi de toutes les manières, cela précisément parce qu'ils sont extraordinaires. C'est bien ainsi, je crois, si je ne m'abuse. Ce n'est pas tout à fait cela. Je reconnais d'ailleurs que vous avez exposé ma pensée presque fidèlement, même si vous voulez, tout à fait fidèlement. La différence consiste uniquement en ceci, que je n'affirme nullement que les gens exceptionnels ont le devoir et l'obligation de commettre toujours et à tout prix toutes sortes de méfaits, comme vous le dites. Il me semble même qu'on n'aurait pas laissé passer un article pareil. Je n'ai fait tout simplement que suggérer que l'homme extraordinaire a le droit, j'entends non pas un droit officiel, mais bien qu'il a lui-même le droit d'autoriser sa propre conscience à franchir certains obstacles, cela uniquement au cas où l'exigerait la réalisation de son idée, parfois salutaire peut-être pour l'humanité entière. Vous dites que mon article n'est pas clair, je suis prêt à vous l'expliquer dans la mesure du possible. Je ne me tromperai peut-être pas en supposant que c'est justement ce que vous voulez, soit. À mon avis, si, par suite de telle ou telle autre conjoncture, les découvertes de Kepler et de Newton n'avaient en aucun cas pu être portées à la connaissance de l'humanité autrement qu'au prix du sacrifice de la vie d'un homme, de 10, de 100 hommes et ainsi de suite, qui auraient gêné ces découvertes, ou qui se seraient mis en travers de leur chemin, Newton aurait eu le droit et peut-être même le devoir d'éliminer ces 10 ou ces 100 hommes afin de faire bénéficier de ces découvertes l'humanité entière. Il ne s'ensuit d'ailleurs nullement que Newton aurait eu le droit, selon son bon plaisir, de tuer le premier venu ou de voler chaque jour au marché. Ensuite, il me souvient que je développe dans mon article l'idée que tous les
Eh bien par exemple, tous les fondateurs et législateurs de l'humanité, à commencer par les plus anciens et en passant par les Kurgues, les Solons, les Mahomet, les Napoléons et ainsi de suite, étaient tous, jusqu'au dernier, des criminels. Ne serait-ce que pour la seule raison qu'en instaurant une nouvelle loi, ils enfreignaient par là même l'ancienne, pieusement observée par la société et transmise par les ancêtres, et qui ne s'arrêtait bien entendu pas davantage devant le sang, si seulement le sang, parfois tout à fait innocent et glorieusement versé pour l'ancienne loi, pouvait leur être de quelque secours. Il est même remarquable que la plupart de ces bienfaiteurs et fondateurs de l'humanité aient fait verser des fleuves de sang. En un mot, j'en déduis que tous les hommes, non seulement les grands mais aussi ceux qui sortent tant soit peu de l'ordinaire, c'est-à-dire si peu que ce soit capable de dire quelque chose de nouveau, doivent tous, par leur nature même, être des criminels. Plus ou moins, bien entendu. Sinon, il leur est difficile de sortir de l'ornière dans laquelle, encore une fois par leur nature même, ils ne peuvent naturellement pas accepter de rester. Et, selon moi, ils ont même le devoir de ne pas l'accepter. Bref, vous voyez que jusqu'ici, il n'y a rien de particulièrement nouveau. Cela a été publié et lu 1000 fois. Quant à mon classement des hommes en ordinaire et extraordinaire, je reconnais qu'il est quelque peu arbitraire. Mais je n'insiste pas sur des chiffres précis. Je crois seulement à mon idée maîtresse. Elle consiste en ceci, que selon les lois de la nature, les hommes se divisent, en général, en deux catégories. L'inférieur, les êtres ordinaires, c'est-à-dire en quelque sorte le matériau ne servant uniquement qu'à la procréation de ses semblables, et les hommes proprement dits, c'est-à-dire ceux qui ont le talent de dire, dans leur milieu, une parole nouvelle. Les subdivisions sont bien entendu en nombre illimité, mais les traits distinctifs des deux catégories sont assez tranchés. La première catégorie, c'est-à-dire le matériau, est composée en gros de gens conservateurs de nature, pondérés, qui vivent dans l'obéissance et aiment obéir. À mon avis, ils ont aussi bien le devoir d'être obéissants, et il n'y a là absolument rien d'humiliant pour eux. Dans la seconde catégorie, tous transgressent la loi. Tous sont des destructeurs ou portés à l'être, selon les capacités. Les crimes de ces hommes sont bien entendu relatifs et multiformes. Pour la plupart, ils exigent, sous des formes très diverses, la destruction de ce qui est, au nom de quelque chose de meilleur. Mais si, pour leurs idées, il leur faut enjamber même un cadavre, du sang, à mon avis, ils peuvent en bonne conscience se donner eux-mêmes la permission de le faire, du reste, en fonction de l'idée et de son envergure. Notez cela. Ce n'est que dans ce sens que je parle dans mon article de leur droit au crime. Vous vous souviendrez que nous sommes partis d'une question juridique. D'ailleurs, il n'y a pas à s'alarmer outre mesure. La masse ne leur reconnaît presque jamais ce droit. Elle les exécute et les pend, plus ou moins, en accomplissant par là tout à fait légitimement sa destination conservatrice, avec cette réserve toutefois qu'aux générations suivantes, cette même masse place les suppliciés sur un piédestal et les vénère, plus ou moins. La première catégorie est toujours maîtresse du présent, la seconde est maîtresse de l'avenir. Les premiers maintiennent le monde et l'accroissent numériquement, les seconds font avancer le monde et le conduisent au but. Les uns comme les autres ont exactement le même droit à l'existence. En un mot, tous ont chez moi l'égalité de droit et vive la guerre éternelle, jusqu'à la Jérusalem nouvelle, bien entendu. On les exécute tout de même pas tous. Certains, au contraire, triomphent de leur vivant. Ah oui. Certains atteignent leur but de leur vivant, et alors, ils exécutent à leur tour, si c'est nécessaire. Et vous savez, il en est même ainsi dans la plupart des cas. D'une façon générale, votre observation est subtile. Je vous remercie, mais dites-moi ceci. Comment distinguer ces gens extraordinaires des gens ordinaires? Y aurait-il des signes quelconques à leur naissance? Je veux dire qu'il faudrait plus de précision ici. Pour ainsi dire, plus de netteté extérieure. Excusez en moi l'inquiétude naturelle d'un homme pratique et bien intentionné, mais ne serait-il pas possible, par exemple, d'instituer des vêtements spéciaux, porter quelque chose, des marques quelconques? Parce que, reconnaissez-le, s'il y a confusion, qu'une personne d'une catégorie s'imagine appartenir à l'autre et se mette à éliminer tous les obstacles, comme vous vous êtes très heureusement exprimé, alors oh, cela arrive très fréquemment. Votre observation est encore plus subtile que la précédente. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Mais considérez que l'erreur n'est possible que de la part de la première catégorie, c'est-à-dire de la part des gens ordinaires, comme je les ai nommés d'une façon peut-être très fâcheuse. En dépit de leur penchant inné à l'obéissance, nombreux sont parmi eux ceux qui, par une certaine humeur folâtre de la nature, qui n'est pas refusée même aux veaux, aiment se prendre pour des hommes d'avant-garde, des destructeurs, se pousser dans la catégorie de la parole nouvelle, et cela tout à fait sincèrement. Quant aux hommes réellement nouveaux, il arrive bien souvent à ces gens de ne pas même les remarquer, voire de les mépriser, comme des hommes arriérés qui pensent bassement. Mais, à mon sens, il ne saurait y avoir là de danger sérieux et vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter, car ils ne vont jamais loin. Pour leur emballement, on pourrait certes les fouetter parfois afin de les remettre à leur place, mais pas davantage. Point n'est même besoin d'exécuteurs pour cela, ils se fouetteront eux-mêmes, parce qu'ils sont très sages. Les uns se rendent mutuellement ce service, d'autres le font de leurs propres mains. Il s'impose à cette occasion des pénitences publiques, tout cela fait beau et édifiant. En un mot, vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est une loi qui existe. Allons, de ce côté tout de moins, vous m'avez quelque peu rassuré, mais voici un nouveau malheur. Dites-moi, je vous prie, s'ils sont nombreux ces hommes qui ont le droit d'en égorger d'autres, ces hommes extraordinaires, je suis assurément prêt à m'incliner, mais convenez-en, ce serait effrayant s'il y en avait beaucoup, hein.
Oh, ne vous inquiétez pas de cela non plus. D'une manière générale, il n'est extraordinairement peu d'hommes ayant une idée nouvelle, voire tant soit peu capables de dire quelque chose de nouveau. C'en est même étrange. Une chose seulement est évidente, c'est que l'ordre de l'apparition des hommes de toutes ces catégories et subdivisions doit être très exactement et très précisément déterminé par quelques lois naturelles. Cette loi est bien entendu encore inconnue, mais je crois en son existence et que, par la suite, elle pourra devenir connue. La masse énorme des gens, le matériau, n'existe en ce moment que pour, au prix d'un effort, par un processus jusqu'ici mystérieux, au moyen de quelques croisements de genres et de races, mettre enfin au monde, disons, ne serait-ce qu'un homme sur 1000 qui soit un peu indépendant. Et avec une indépendance encore plus grande, il en est peut-être 1 sur 10 000, je le dis à titre d'exemple pour la démonstration. Avec encore plus d'indépendance, 1 sur 100 000. Les hommes de génie, 1 sur des millions. Et quant au grand génie, sommet de l'humanité, il y en a peut-être un après le passage sur Terre de dizaines de millions. En un mot, je n'ai pas été voir dans le creuset où se fait tout cela, mais il existe sûrement et il doit exister une loi déterminée. Il ne peut y avoir de hasard ici. Mais est-ce que vous plaisantez tous les deux? Vous mystifiez-vous mutuellement, oui ou non? Ils sont là à se payer la tête l'un de l'autre. Tu parles sérieusement, Raskolnikov? Eh bien, mon vieux, si c'est vraiment sérieux, alors... Tu as évidemment raison de dire que ce n'est pas nouveau et que cela ressemble à tout ce que nous avons lu et entendu 1000 fois, mais ce qui est vraiment original dans tout cela et qui, pour mon épouvante, n'appartient réellement qu'à toi seul, c'est que tu autorises quand même l'effusion du sang en conscience et, excuse-moi, même avec tant de fanatisme. C'est en cela précisément que consiste par conséquent l'idée fondamentale de ton article. Car cette autorisation de verser le sang en conscience, c'est plus effrayant à mon avis que ne le serait une autorisation officielle, légale. Tout à fait juste, c'est plus effrayant. Non, tu t'es sûrement laissé entraîner d'une façon ou d'une autre. Il y a une erreur, je lirai. Tu t'es emballé, tu ne peux pas penser ainsi, je lirai. Il n'y a pas tout cela dans l'article, il n'y a que des allusions. Bien. Je vois maintenant presque clairement comment vous envisagez le crime. Mais, excusez mon insistance, je vous dérange vraiment trop, j'en ai honte moi-même. Voyez-vous, vous ne m'avez que trop bien rassuré tout à l'heure au sujet des erreurs, de la confusion des deux catégories, mais ce sont divers cas pratiques qui ne laissent pas de m'inquiéter de nouveau. Voyons, et si un homme, ou un jeune homme, s'imaginait être Lycurgue, ou Mahomet, futur, bien entendu, et allait donc, écartons tous les obstacles, il aurait à entreprendre, dirait-il, une lointaine campagne. Or, pour une campagne, il faut de l'argent. Eh bien, il commencerait à s'en procurer, vous savez. Je dois convenir que ces cas-là doivent en effet exister. Les niais, les vaniteux se laissent particulièrement prendre à cet hameçon. Les jeunes surtout. Vous voyez bien, qu'en est-il alors? Mais comme vous dites, ce n'est pas moi qui en suis responsable. Il en est et il en sera toujours ainsi. Vous dites que je permets l'effusion du sang. Et alors, la société n'est-elle pas assez pourvue de lieux de déportation, de prison, de juges d'instruction, de bagne? Pourquoi donc s'inquiéter? Cherchez le larron. Et si nous le trouvons, ce sera bien fait pour lui. Vous êtes quand même logique. Voyons, et sa conscience? Mais en quoi vous regarde-t-elle? Simplement, par humanité? Celui qui en a une n'aura qu'à souffrir. S'il est conscient de sa faute, ce sera son châtiment en plus du bagne. Et les vrais hommes de génie, ceux à qui est donné le droit d'égorger, ceux-là ne devront pas souffrir du tout, même pas pour le sang versé. Que vient faire ici le mot devront? Il n'y a ni permission, ni interdiction. Qu'ils souffrent s'ils ont pitié de la victime. La souffrance et la douleur sont toujours obligatoires pour une vaste conscience et pour un cœur profond. Les hommes authentiquement grands doivent, il me semble, éprouver sur terre une grande tristesse. Ma foi, grondez-moi, fâchez-vous si vous voulez, mais je ne peux pas y résister. Permettez-moi encore une petite question. Je vous importune vraiment beaucoup, je voulais seulement vous soumettre une petite idée, uniquement pour ne pas l'oublier. Bien, dites votre petite idée. Voyons, je ne sais pas vraiment comment m'exprimer le mieux. L'idée est un peu trop folâtre, psychologique. Eh bien, quand vous composiez votre article, il n'est pas vraiment possible que vous ne vous considériez pas vous-même, ne serait-ce qu'un tantinet, comme un homme extraordinaire et qui dit une parole nouvelle, dans votre sens, je veux dire, n'est-ce pas? C'est fort possible. Et s'il en est ainsi, se peut-il que, pour votre part, un succès ayant embarras dans la vie, ou pour aider d'une façon ou d'une autre l'humanité entière, que vous décidiez vous-même à franchir l'obstacle? Mettons par exemple, à tuer et à voler. Si je l'avais franchi, je ne vous l'aurais certes pas dit.
Alors, qu'en avez-vous pensé? Quelles sont vos opinions sur ce sujet, sur ma prestation? Que dis-je? Est-ce que ça vous a donné l'envie de lire le livre, par exemple? Répondez-moi en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un j'aime et même à vous abonner pour me soutenir si ça vous a fait plaisir. En tout cas, merci à vous et on se retrouve une prochaine fois. En ce qui me concerne, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir tout le monde, c'était Vibration.